Ce que nous essayons, c'est de nous interposer dans la mesure du possible, et même le mot est un peu fort, d'essayer de maintenir ces opérations à un niveau de force raisonnable, par la persuasion, en étant en permanence auprès des unités israéliennes pour voir ce qu'elles font. Nous ne sommes pas des juges, parce que nous ne condamnons pas. Nous ne sommes pas des arbitres, car il ne nous est pas possible de sortir ni un carton jaune, ni un carton rouge. Simplement, nous constatons, nous vérifions, nous sommes présents et par cette présence même, nous amenons une certaine restreinte de la part des forces israéliennes, je pense. Al-Bazourieh, c'est un de ces villages étendards de la révolte chiite contre l'occupation israélienne qui forme à l'est de Tyr ce qu'on appelle le triangle de fer. Comme la plupart de ceux que nous avons traversés, il est quasiment désert. Cette patrouille de casques bleus français est là parce qu'une patrouille israélienne se trouve un peu plus haut dans le village. Beaucoup d'hommes en âge de se battre ont quitté Al-Bazourieh. Les autres, suspects pour les Israéliens, ont été raflés ou emprisonnés au camp d'Al-Ansar. Seuls les femmes et les enfants se risquent à sortir de leur maison. La patrouille israélienne vient de tirer des coups de semonce vers des voitures qui ne ralentissaient pas assez vite à leur approche. Ils tirent préventivement sur tout ce qu'ils jugent être suspect. Les contacts entre soldats israéliens et français sont directs et francs, mais leurs missions sont diamétralement opposées et frisent parfois l'affrontement. Les Israéliens se protègent dans leur retrait, les Français de l'ONU tentent de protéger les populations civiles. Présents depuis mars 1978 au sud de la rivière Litani, les casques bleus ont pour mandat d'assurer le retrait des troupes israéliennes du Liban, de restaurer la paix et la sécurité dans la région et d'aider le gouvernement de Beyrouth à réaffirmer son autorité. L'essentiel de ce travail de maintien de la paix revient au contingent français, qui compte 1400 hommes environ, des appelés du contingent pour la grande majorité. Ce que nous essayons, c'est de nous interposer dans la mesure du possible, et même le mot est un peu fort, d'essayer de maintenir ces opérations à un niveau de force raisonnable, par la persuasion, en étant en permanence auprès des unités israéliennes pour voir ce qu'elles font. Nous ne sommes pas des juges, parce que nous ne condamnons pas. Nous ne sommes pas des arbitres, car il ne nous est pas possible de sortir ni un carton jaune, ni un carton rouge. Simplement, nous constatons, nous vérifions, nous sommes présents et par cette présence même, nous amenons une certaine restreinte de la part des forces israéliennes, je pense. Marrakech, c'est l'épicentre de la révolte chiite contre l'occupant israélien au sud Liban. C'est un gros bourg de farouches agriculteurs montagnards. Ses habitants montrent autant d'obstination dans la résistance à la grosse armée mécanisée israélienne que d'opiniâtreté dans la culture des maigres lopins de terre arrachés aux cailloux des collines. Insurrections religieuses et armées sont étroitement liées. Ces musulmans chiites mènent le combat au nom de l'ayatollah Khomeini, au nom de la dignité retrouvée de la minorité chiite du Liban. Partout sur les murs, l'emblème de la milice chiite El Amal mise hors la loi par les Israéliens, le drapeau iranien ou le symbole des Hezbollah, religieux fanatiques chiites combattants de Dieu. Les minarets des mosquées sont aussi des tours de guet. Les haut-parleurs des muezzins signalent de village en village les mouvements des troupes israéliennes. Ce sont aussi des caches d'armes et des centres de recrutement pour les combattants suicides à la voiture-bombe ou à la ceinture bourrée d'explosifs comme celle-ci qui a été récupérée par une unité française du génie. Autre méthode, la bombe télécommandée à distance qui explose au passage d'un convoi israélien. Marrakech est en deuil. 12 des chefs de la résistance ont été tués il y a 15 jours dans cette mosquée. Le toit, soufflé par une bombe, s'est écrasé sur eux lors d'une réunion clandestine. Pour Marrakech, pas de doute, c'était un coup des Israéliens. Il ne se passe pas de jour sans que les postes fixes de Tsahal soient attaqués. Celui-là a été abandonné parce que situé au milieu du triangle de fer. Il a repoussé jusqu'à 12 attaques en une nuit. La quantité de douilles de tout calibre laissées sur place en dit long sur l'intensité des combats. Toutes les maisons aux alentours en portent des stigmates.
indemnité pour les. Bon, on vient de sortir de zone par 3-5, sortie de zone. 6 MAX 113, dont un remorqué. 6 MAX 113, dont un remorqué. Et une Jeep bâchée, À l'heure actuelle, il n'y a donc plus du tout d'éléments IDF sur le carrefour de Bilias. Reçu. Reçu. Vous m'envoyez une patrouille sur Gignata au cas où? Affirmatif. Quel village pourrait être visé par la patrouille qui se promène en ce moment? A priori n'importe quel village, mais celui-ci n'ayant pas été encore fait l'objet d'investigation, j'ai poussé une patrouille immédiatement dessus, parce que je le sens un petit peu menacé. Une partie du convoi est sortie de la zone par là, donc ça ne pose plus de problème. Maintenant pour celui-ci, on va observer ses agissements, et puis en fonction de la direction qu'il va prendre, nous préviendrons nos voisins, ou bien nous prendrons en faire le problème en compte nous-mêmes. Le travail des Français est donc de suivre pas à pas les patrouilles israéliennes afin d'être présents lors de leurs opérations de bouclage. Ce village chiite de Bourjral a été ratissé il y a 3 jours. Les Israéliens ont fait sauter 2 maisons dans lesquelles ils affirment avoir trouvé des armes. L'instituteur du village a refusé d'être interviewé devant la caméra. Alors pourquoi a-t-elle été démolie, cette maison verte? Seulement, son crime était la maison des parents du responsable du mouvement Amal du village seulement. Ils n'ont rien trouvé. Mais comme je vous ai dit que les Israéliens ont démoli à peu près 10 maisons pour faire effrayer, pour faire peur à la population de ce village. Le détachement des casques bleus français de Marrakech est durement sollicité ces derniers jours. C'est dans sa zone qu'ont lieu la plupart des opérations de répression israéliennes. Sa tâche n'est pas uniquement d'alimenter de rapports la bureaucratie onusienne de New York, mais aussi d'atténuer l'impact de cette répression. Alors qu'est-ce qui s'est passé là, lieutenant? Normalement, la maison appartenait, du moins, au fils comme ils ont dit, très important terroriste de la région. Ils n'ont pas trouvé d'armes à l'intérieur. C'est d'ailleurs la première fois où ils rasaient la maison sans vraiment trouver d'armes. Qu'avez-vous fait alors Bon, on a protesté comme ça se fait habituellement, c'est-à-dire qu'on essaye de faire ce qu'on peut, on a très peu de moyens. Et après, quand on a vu la tournure des événements, on a au moins essayé de sauver les meubles, c'est-à-dire qu'on a sorti les meubles de la maison. La population locale attend peut-être un peu trop des soldats de la paix, qu'ils empêchent l'entrée des Israéliens dans les villages, par exemple, ce qu'ils ne peuvent faire. Là réside la principale source de conflit entre les casques bleus et l'armée d'occupation. Grâce à la vigilance des officiers supérieurs, il n'y a pas eu de sang versé entre les 2 armées jusqu'à présent. Dans 3 mois, les Israéliens auront repassé la frontière internationale, d'après le Premier ministre Shimon Peres. Et si les terroristes chiites faisaient des incursions en Israël, alors les expéditions punitives de Tsahal reprendraient avec beaucoup plus d'ampleur. Coincés entre le marteau israélien et l'enclume chiite, il serait alors urgent de redéfinir les missions des forces de l'ONU.